L'art et le bonheur. À ma connaissance, il y a peu de réflexions philosophiques entremêlant les deux, mais par contre, il y a beaucoup de références artistiques. Les artistes, lorsqu'ils s'expriment sur leur art, parlent beaucoup du bonheur. Et parlent beaucoup du bonheur qui pourrait être véhiculé par leur art, que ce soit la sculpture, la peinture, la cuisine, que ce soit les designers et ceux qui s'occupent d'architecture, que ce soit les peintres, que ce soit les acteurs. Il est toujours question d'un rapport au bonheur parce qu'il est toujours question d'un rapport à l'humain. Et le bonheur et l'humain font très bon ménage parce qu'on ne peut pas imaginer cette notion de bonheur découpée de ce qui fait l'humanité de l'homme. Dans l'idée de bonheur, c'est peut-être pour ça que la notion, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est une notion très subversive. Dans l'idée de bonheur, il est question d'humanité au sens de quelqu'un qui a de l'humanité. Pas au sens de l'humanité générique, hein, We are the world. Non, au sens de l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau, de plus noble, de plus bon, de meilleur. Dans le rapport à l'art, il y a une interrogation sur ce qu'est la nature de l'homme, sur ce qu'est même, je dirais, une vie bonne, sur ce qu'est, évidemment, tout l'aspect monstrueux de l'humanité. La tragédie, l'horreur, l'aversion, la critique, la violence, la tuerie, la destruction. Et depuis très longtemps, je pense depuis les grottes de Lascaux, mais en tout cas il suffit juste de parcourir l'œuvre absolument sanguinolente et impitoyable de Shakespeare, et on voit bien que le théâtre même a sa source avec l'innommable, avec l'insondable, avec l'insupportable en l'homme. Donc, dans l'interrogation sur l'art, vue par les artistes, il est toujours question de sonder les limites humaines. Les limites humaines, les limites entre l'aberration de l'homme, l'homme monstrueux, l'humain qui va détruire, qui va tuer, qui va commettre l'inceste, qui va dévorer ses enfants, qui va commettre l'extrémité de l'homme. Et puis, il est question évidemment de la rédemption, du salut, de ce qui peut nous sauver, mortels que nous sommes. Et donc, on a affaire à une sorte de grand écart artistique, grand écart fait par l'art, expérimenté par l'art, entre l'humain du côté de la bête, pour reprendre les catégories de Pascal, l'être humain est entre la bête et Dieu, entre l'ange et la bête. Eh bien, du côté de la bête, il y a une exploration artistique de la bestialité humaine, de là où les contours de l'humanité se dissolvent et on a affaire à la monstruosité de l'homme. Et donc, une expérimentation sur la monstruosité de l'homme, c'est très très intéressant parce que si jamais l'homme monstrueux éprouve du bonheur, on est dans la merde. Si jamais le vice poussé à son extrême fait jouir, si jamais le criminel, le sanguinaire, le fou furieux, le schizophrène, c'est Hermanès qui disait il n'y a qu'une seule forme d'art, c'est la schizophrénie. Si jamais le schizophrène criminel, ils ne sont pas tous criminels, mais criminel, le fou furieux, jouit et se délecte de ses manœuvres, alors du coup la morale en prend un coup. Et inversement, ce que l'art permet de sonder, c'est ce qu'il y a de plus noble dans l'être humain. Cet aspect, cette bouffée de lumière, cette bouffée d'incandescence qu'on retrouve dans tous les arts, dans la peinture, mais au théâtre, des moments de grâce, des moments d'élévation. On a l'impression qu'on est en pleine féerie alors qu'il n'est question que de sentiments humains. On a l'impression que c'est tellement l'humain poussé à son extrémité qu'on ne peut pas l'atteindre tellement on est proche de quelque chose de divin, de lumineux, quelque chose de l'ordre de la grâce, quelque chose qui nous sauve simplement en tant que spectateur juste à assister à ce spectacle du déploiement de l'humain dans le bien, avec un B majuscule, le bien version Platon. Alors, l'interrogation qui va être la nôtre, c'est pas simplement calculer le rapport entre art et bonheur, l'art rend-il heureux, faut-il de l'art pour se consoler de la vérité, pour reprendre une parabole de Nietzsche, c'est pas simplement, je dirais, la version consumériste, au sens large, j'allais dire au sens noble, mais bon, j'ai du mal, dans le sens large de l'art. On consomme de l'art pour être heureux, on consomme de l'art pour être enthousiasmé, on consomme de l'art pour tenir debout dans l'adversité, dans des métiers chaotiques, dans la peur au vent, dans le management par le stress, dans l'horreur répandue dans les médias. L'art résistant, j'ai presque envie de dire néo-résistant, parce qu'il crée des formes nouvelles, l'art néo-résistant à l'horreur ambiante. C'est pas simplement ça, c'est pas en quoi l'art est un anxiolytique humain. On va devoir parler de ça, on va devoir s'interroger là-dessus. Et en quoi un spectacle de monstruosité pure, puisque j'ai parlé des affres de l'humanité, peut nous réjouir. Aristote en parlait déjà, sous le terme de catharsis.
la catharsis, la purgation des passions. J'ai de la colère en moi, j'ai de la rage en moi. Je vois un spectacle où l'acteur sur scène a une rage que même moi je ne suis pas capable de fournir, où il étrangle sa dulcinée, où il tue des ennemis. Et face à ce spectacle absolument atroce, je suis purgé des passions de colère. Je suis rasséréné. C'est un peu la lecture que provoquent des livres de Sioran. Vous connaissez peut-être Sioran, ce philosophe, qui a écrit un livre magistral de l'inconvénient d'être né. Super glamour et super pessimiste. Eh bien, quand on lit de l'inconvénient d'être né, on est heureux d'être né. Quand on lit cette sorte de lamentation sur l'existence qui nous révèle l'absurde de notre condition humaine, finalement, ça nous donne du plaisir, ça nous donne du bonheur, ça nous raffermit dans notre existence. Quand on lit du Fernando Pessoa, vous connaissez ce poète qui se cachait derrière de nombreux pseudonymes, quand on lit du Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité par exemple, quelque chose où l'identité se déconstruit, quelque chose où la douleur est toujours présente accompagnée des plus belles aventures humaines, eh bien ça nous donne du plaisir et du bonheur alors qu'il ne décrit que l'absurdité de l'existence et le cauchemar qu'est la vie sociale notamment, la vie de représentation, la vie de facticité extrême. Lorsqu'on lit du Cesare Pavese, le métier de vivre, et Pavese qui a fini en se suicidant, qui a une vision parfois très sombre et très pessimiste, ça nous gorge d'énergie et d'électricité. Très intéressant de commencer notre réflexion par là. Les artistes de la noirceur, les artistes de l'horreur, les artistes de la douleur, Shakespeare, j'ai évoqué Shakespeare, on pourrait parler de Ionesco en cavalant dans l'absurde, et on pourrait parler des films d'horreur qui peuvent atteindre une certaine dimension artistique. On pourrait parler dans l'art contemporain des corps démembrés, des corps lacérés, de toute cette horreur et cette boucherie qu'on pourrait croire provocatrice, mais en fait qui provoque autre chose, qui provoque de la jubilation d'exister. C'est le paradoxe premier que j'aimerais voir avec vous, le paradoxe d'un spectacle horrifique qui me gonfle de bonté, le paradoxe d'un spectacle pessimiste qui me gonfle d'optimisme. Comme si le spectateur était capable d'inverser les données de l'équation que l'artiste inlassablement met en scène. L'artiste n'a de cesse que de nous montrer les limites baveuses et mortifères de l'humain. Le spectateur n'a de cesse que de rectifier ses limites en disant peut-être ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce ne peut pas être moi, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas mon voisin, ça ne peut pas être mon voisin, ce n'est pas l'humain, ce n'est pas l'humain, ça ne peut pas être l'humain. Nous avons, en tant que public, en tant que spectateur, une part active d'interprétation à même les émotions dans l'œuvre d'art. C'est ce qu'il faut bien comprendre et qui a été très peu analysé. Le rôle du public, du récepteur, de celui qui reçoit une histoire, une série télé américaine, qui peuvent aussi être excessivement puissantes, une pièce de théâtre, une sculpture. Nous avons une part d'interprétation à même les émotions. Nous cherchons notre bonheur en tout produit artistique que nous consommons. À chaque fois qu'une proposition artistique, et on va devoir réfléchir sur ce qu'est une proposition artistique, à chaque fois qu'une proposition artistique nous est donnée, avec maestria, avec brio, avec verve, nous cherchons à chaque fois comment nous allons pouvoir tirer, et Éléonore est d'accord, qui a 1 an aujourd'hui, pour son anniversaire, Éléonore, nous cherchons à chaque fois comment nous allons pouvoir y tirer notre miel. Et l'image du miel est intéressante. L'image du miel, c'est l'image de celui qui va butiner les œuvres d'art et tirer son propre nectar conjugué aux œuvres d'art. Donc nous devons réfléchir à ce trio qui est l'artiste, l'œuvre et le spectateur. Alors, pour réfléchir à ce trio, nous allons commencer par réfléchir profondément à l'art. Nous allons prendre ce trio dans l'ordre. L'artiste d'abord, ensuite l'œuvre elle-même, et ensuite le spectateur, celui qui reçoit l'œuvre d'art. On va commencer donc par l'artiste. Alors là, je vous interroge sur vous en tant qu'artiste possible. Alors, s'il y en a, c'est un lointain souvenir. C'est les petits gribouillis que vous faisiez en cours parce que vous vous ennuyez. Ce sont les chants, les clameurs de chants absolument sensuels que vous fournissez dans la salle de bain.
où ce sont parfois les effusions de joie qui vous portent à danser en famille, dans un lieu où vous êtes, comme ici d'ailleurs, parce qu'après on finit par une danse généralisée. La nouvelle danse de l'été aura lieu ici, elle sera élaborée ici. La joie qui nous porte à finalement transgresser la bienséance anti-art. C'est ce qu'il faut bien voir, c'est que la notion de bienséance est absolument anti-artistique. Dans l'art, c'est Edgar Degas qui disait ça, dans l'art, il n'est pas question d'apprendre de l'art, de prendre ses positions confortables, bourgeoises et douillettes dans l'art. Dans l'art, il n'est pas question, il disait l'art, l'art n'est pas un mariage légitime. Dans l'art, il est toujours question de viol. Bienvenue. Il est toujours question de viol, il est toujours question d'effraction. On ne peut pas penser à un art d'accompagnement, ce serait finalement un décorum bien insipide, ce serait de l'agréable, ce serait de la décoration. Dans l'art, il est toujours question d'une effraction. C'est-à-dire que l'artiste serait celui qui est capable de concevoir un protocole, que ce soit par son visage dans l'écran, que ce soit par son corps sur scène, dans la danse ou le théâtre, que ce soit Robert Coin, le sculpteur Robert Coin que j'admire, qui a fait toutes les sculptures de la basilique Sainte-Thérèse à Lisieux, Robert Coin qui fait ces magnifiques objets sculptés, la sculpture. À chaque fois, il est question de proposer au monde un protocole d'expérimentation d'une effraction possible. Comment, face à l'art, le spectateur va pouvoir transgresser? C'est la grande question de l'art. Et au XXe siècle, cette question explose, parce que les tabous, finalement, explosent, les conventions, les grands courants artistiques qui s'accompagnent souvent d'uniformisation, eh bien, il est toujours question de pousser plus loin la transgression. Dans la mise en scène, on voit ça, une surenchère de transgression, des corps nus, du sang qui gicle, des mottes de beurre pour danser dessus, de la merde à la rigueur. La merde a fait son entrée en art au XXe siècle, que ce soit la machine à produire de la merde, ou ceux qui filment de la merde. Bref, toutes les transgressions possibles ont eu lieu. On pense à l'urinoir, la fontaine de Duchamp. Il s'agit toujours de... Alors on pourrait croire, vision naïve et vision finalement non éduquée sur l'art. On pourrait croire que c'est le goût de la transgression pour la transgression. Je fais scandale, j'affiche une posture de celui qui est iconoclaste, et donc je me targue d'être artiste. Ça c'est une vision évidemment qui ne peut pas nous satisfaire sur la définition de l'artiste, et c'est ce qu'on essaie de faire. Au bout du compte, l'artiste, ce qu'il propose, c'est de montrer en chacun des possibilités de bonheur dans l'horreur. Des possibilités de bonheur dans le malheur. Il s'agit toujours de montrer, dans des scènes d'une violence, je vous en ai dit quelques-unes, mais on peut cumuler ces scènes de violence, ces scènes de catharsis. Depuis le théâtre grec, on voit des scènes d'une violence extrême. Mais à chaque fois, il est question de saisir le point de jubilation et de bonheur dans des scènes qui, normalement, pour les conventions admises, pour les traditions admises, pour la bienséance admise, ne peuvent pas laisser la place au bonheur. Le bonheur est interdit, l'artiste c'est celui qui dit il est interdit dans telle et telle situation, je vais vous montrer ces situations, et son art réside dans cette monstration-là, je vais vous montrer ces situations et vous allez jouir. C'est la promesse, l'art, de faire jouir un être humain confronté à des choses qui normalement, en dehors du contexte artistique, ne font pas du tout jouir. Ne font pas du tout jouir, au contraire, révulsent, paralysent, provoque l'inertie et provoque finalement l'abolition même du jugement, l'abolition même de l'humanité. Alors, pour l'artiste, on comprend bien qu'il s'agit de créer un monde parallèle. Créer un monde parallèle. Quand je dis créer un monde, je prends vraiment chaque mot de façon très forte. Créer un monde, un écosystème, toute œuvre s'insère dans un écosystème et toute œuvre, on le sait, pour ceux qui ont analysé l'art un peu profondément, on sait bien que quand vous entrez dans un tableau, vous entrez dans un écosystème. Récemment, j'ai analysé un tableau de Benjamin West. Benjamin West, c'est le premier peintre américain, né sur le sol américain au XVIIIe siècle. Et Benjamin West, dans un magnifique tableau, La mort du général Wolfe, peint, c'est un général qui est mort pendant la bataille du Québec, pendant la guerre de 7 ans. Et ce général meurt, alors il nous fait la mort du Christ, et la déploration devant le Christ mort, c'est un peu la même scène, sauf qu'il y a un Indien, un Sioux, un indigène en costume indigène, normalement
Les individus devraient être, selon les traditions académiques, en toge de l'Antiquité. Sauf que là, les toges, non, ils sont habillés comme ils sont vraiment habillés sur la bataille. Il y a transgression par rapport à l'école artistique, et il y a surtout la mise en évidence d'un univers entier. C'est-à-dire, dans un seul tableau de Benjamin West, La mort du général Wolfe, vous avez affaire à une totalité de ce que peut être la guerre au XVIIIe siècle. Vous avez les camps fumants, vous avez les drapeaux en berne, vous avez les chevaux, vous avez le médecin qui se penche et qui voit que la blessure est mortelle et donc l'autre va mourir. Vous avez la déploration, vous avez l'amitié sur le champ de bataille. Vous avez résumé tout ce que peut contenir en possibilité de monde ce que c'est faire la guerre en Amérique au XVIIIe siècle. Et c'est un peu la thèse d'Heidegger dans Les chemins qui mènent nulle part. Heidegger montre que dans les, je sais pas, dans des souliers peints de paysans, dans des sabots peints de paysans, vous avez tout sauf des sabots de paysans. Parce que tout d'un coup, votre regard est porté sur ces sabots peints par Cézanne, par exemple, par Van Gogh, et dans les sabots de paysans, vous avez tout le monde paysan qui respire. Vous n'avez jamais vu des sabots comme ça peints par un artiste. Dans de simples sabots de paysans, vous avez tout l'écosystème affectif et effectif de ce que c'est vivre dans les champs, de ce que c'est labourer, de ce que c'est avoir peur du lendemain, de ce que c'est être connecté à la nature et être connecté aux saisons. Vous avez tout ce monde qui réapparaît à partir de cette anecdote de simples sabots de paysans. Donc à chaque fois, l'artiste, c'est celui qui nous révèle un écosystème en nous révélant des objets précis. Je ne parle même pas de la littérature, où il est question de ça à chaque page. La littérature, c'est une histoire humaine, et c'est toute l'humanité, normalement, pour un grand roman, qui jaillit tout un univers, tout un microcosme. Et pareil pour l'art du comédien, je ne parle même pas de l'art de celui qui écrit du théâtre, du dramaturge. L'art du comédien, c'est l'art d'incarner tout un univers et un microcosme, un écosystème où chaque phrase résonne avec les autres, dans un jeu de co-résonance qui forme une mosaïque complexe, une mosaïque interdépendante. Chaque brique fait briller différemment les autres briques, ce qu'on appelle une forme dans la Gestalt théorie, c'est-à-dire un tout qui est plus que la somme de ses parties. C'est ça un monde, c'est ça un écosystème. Quand vous voyez un dessin et que vous changez un élément, c'est tout le dessin qui change. Et bien c'est pareil pour l'artiste. Le monde qu'il met au monde, il le met avec une puissance qui est ce qu'on peut appeler de l'énergie créatrice, on le dit de façon triviale. Peu de philosophes, finalement, ont analysé en quoi consiste l'énergie créatrice. Et pourtant, quand vous interrogez des artistes, tous ne parlent que d'une chose, d'énergie créatrice. Je sens l'énergie, ne me dérange pas. On parle d'inspiration, on parle d'enthousiasme. Ils sont dans un truc, ils sont portés par l'énergie créatrice. Qu'est-ce que l'énergie créatrice? C'est très simple. C'est le bonheur à l'état pur. Et même si l'artiste est déprimé et qu'à la fin de son œuvre, comme Nicolas de Staël, il va se défenestrer ou il va se jeter par la fenêtre, il va mourir, dans l'acte créateur, et c'est pour ça que l'art est une drogue, au sens très noble de ce que c'est une drogue, explosion d'euphorie et de joie dans un monde qui ne compte plus dans ses données pragmatiques. Je ne suis plus dans le pragmatique, je suis dans la délectation pure, la plénitude, la sérénité, etc. Mais violemment, d'un coup, c'est ça une drogue. Ce n'est pas un processus qui m'amène, c'est instantané. Je déprime, je prends la chose, et je peux prendre de l'art, et tout d'un coup, tout devient rose, tout devient fort, tout devient dense, tout devient profond, tout gagne en profondeur, et je risque d'être accro à cette profondeur donnée en un simple claquement de doigts. L'énergie créatrice, je vous le dis, je pense vraiment ce que je dis, c'est le bonheur. Donc le lien entre art et bonheur du point de vue d'artiste, alors tous les témoignages concordent. Je peux vous en lire quelques-uns. Regardez ce que dit Brancusi. Brancusi, Constantin Brancusi, donc immense sculpteur. Ce qui a vraiment un sens dans l'art, c'est la joie. Un sens dans l'art. On est là dans le décryptage de l'œuvre. On est là dans le sens porté par l'œuvre. Ce qui a vraiment un sens dans l'art, c'est la joie. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Ce que vous voyez vous rend heureux, tout est là. Ce que vous voyez vous rend heureux, tout est là. Et il parle non pas de ce que vous voyez en tant qu'artiste, mais en tant que spectateur, mais en tant qu'artiste. Vous êtes gorgé de satisfaction lorsque le trait sur la toile est le bon trait au bon moment. Quand vous avez fini de composer un opéra ou une sonate, vous sentez de la jubilation qui peut d'ailleurs vous faire pleurer. J'ai presque envie qui doit vous faire pleurer. Cette anecdote magnifique que raconte un ami de Brahms, le grand compositeur.
Un jour, il rend visite à Brahms et il entend un chien. Un chien. Et il se dit, mais c'est étonnant, Brahms, lui qui n'aime pas trop les chiens, il s'est entiché d'un chien. Brahms a un chien. Et il entend que le chien pleure sur la musique de Brahms. Et il trouve ça assez touchant. Brahms joue de la musique et le chien pleure. Le chien est même, vous savez, alors mon chien faisait ça avec le générique de 30 millions d'amis. C'est véridique. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ils ont mis des trucs spéciaux pour les chiens, hein, comme des appos pour les canards. Et dès qu'il y avait le générique, il se mettait à faire le loup. Tout d'un coup, mon berger des Pyrénées se transformait en loup. C'était un truc qui déchire l'âme. Un truc, on se sent indien. Dès qu'on entend ça, on se retrouve sur les plaines du Far West et on se sent indien. Alors, bon, et donc Brahms joue du piano. Et le chien pleure. Et l'ami s'approche de la maison et il commence à comprendre ce qu'il est en train de jouer, parce qu'il essaie de dire, tiens, est-ce que c'est une sonate qu'il a composée récemment? Un ami musicien aussi. Et il comprend qu'en fait, le morceau revient au début à chaque fois. Et il y a une note qui change, deux notes qui changent. Brahms est en train de composer. Et donc forcément de répéter. On ne peut pas créer sans répétition. Et donc on répète, pareil pour le comédien, il doit répéter. Et Brahms, il trouve l'alchimie des notes et il doit répéter, voir. Quand il répète, Brahms, quand il dit « ce do dièse n'est pas bon » et qu'il va préférer le mi, c'est parce que ça lui fait jouir. C'est parce que ça lui fait plaisir. C'est le bonheur qui sert de critère déterminant pour pouvoir sélectionner dans le matériel artistique proposé les éléments pertinents. On a affaire à un bonheur, mais un bonheur que je vais qualifier avec vous d'un mot un peu compliqué, il n'y en aura pas beaucoup ce soir, mais c'est un mot un peu compliqué, d'un bonheur heuristique, avec un beau H. Un bonheur heuristique, c'est ce qui permet de découvrir du nouveau. C'est ce qui permet d'avancer dans l'aventure artistique. Eh bien, l'artiste utilise le bonheur heuristique. Non pas un bonheur de satisfaction, de contentement, de c'est bon, j'en ai assez, tout va bien, mais un bonheur qui m'ouvre des portes, et ces portes ouvrent sur d'autres portes. Un bonheur de chemin, un bonheur où je vais tracer un linéament par ma sensibilité d'abord, et ensuite pouvoir trouver ces pépites d'or pour l'artiste que sont des points d'acmé, d'émotion et de bonheur. On n'est plus dans la définition du bonheur, j'ai la banane, tout va bien. On est dans la définition un peu nietzschéenne du bonheur, c'est-à-dire le sentiment tragique de l'existence. On va le dire très simplement, la vie intense. Dans les larmes, comme dans la joie. Sentir la vie traverser nos veines, sentir qu'on est vivant. Certains, dans des moments d'ébriété, ont vécu ça l'année dernière. Des moments de « Wow, mais la vie est là, la vie est bonne. » Elle n'est pas heureuse, la vie. Elle est juste présente. Et la plupart du temps, le drame de nos sociétés contemporaines et de nos modes de vie sous perfusion technologique, c'est qu'on oublie que la vie est une intensité pure. On perd le fil de l'intensité de la vie. Et l'art est là pour nous le rappeler. Et donc l'ami comprend que Brahms est en train de composer, et ce bon chien qu'il a dû trouver, ce bon chien pleure, et peut-être qu'il se dit, ça se trouve, il est en train de composer en fonction des réactions du chien. Si ça pleure plus à l'aigu, c'est que je suis sur la bonne voie. Et quand l'ami ouvre la porte et qu'il découvre Brahms, il découvre un spectacle saisissant. Il n'y a pas de chien. C'est Brahms qui pleure au piano en compagnie. Et c'est le mot de Laurent Voulzy, que j'adore en tant que compositeur. Laurent Voulzy, il dit, quand je compose, Marie Galante, quand je compose, j'essaie de me faire pleurer moi-même. Brahms s'appliquait ça. Et ça, tous les artistes, tout d'un coup, ça résonne. Tous ceux qui sont artistes, chercher le point le plus tragique de sa sensibilité. Non pas parce qu'on est masochiste et qu'on veut s'enfoncer dans le morbide, mais parce qu'en touchant le point névralgique de sa sensibilité, on fait le pari que ça touchera le point névralgique de la sensibilité des autres. C'est un dialogue avec les autres, là. Donc cette joie que dit Brancusi, est-ce que tu trouves de la joie? Ça suffit, ça fait tout le travail. C'est une joie au sens tragique, d'intensité de la vie, de ressentiment en disant est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, est-ce qu'il y a de l'amour, est-ce qu'il n'y a pas de l'amour, etc. Et il dit mais c'est pas ça qui est pertinent. Arrêtez de dire ça, c'est du contrat. La vraie pertinence, c'est est-ce que tu le satisfais? Est-ce que l'autre qui te connaît jouit de te connaître? Et donc il en vient à ce point névralgique du bonheur plaisir, du bonheur qui intensifie. La vraie question, c'est est-ce que tu arrives à lui intensifier la vie, c'est-à-dire à créer en tant qu'artiste une relation d'ordre artistique. Et là, je vous donne un peu la clé du couple heureux, mes amis. La clé en tout cas de l'amour. La clé de l'amour, c'est d'arriver à comprendre les points névralgiques où l'autre prend son shoot de bonheur et a l'impression d'être connecté à l'intensité de la vie. Et évidemment, le drame de l'amour, c'est qu'on ne fait pas cette recherche-là. On n'est pas artiste dans nos façons d'aimer.
C'est ça le drame. Alors que l'amour est une création artistique, exactement comme une mélodie, exactement comme une pièce de théâtre. L'amour devrait être une création artistique où on cherche, en regardant sa sensibilité, en la confrontant à la sensibilité des autres, les points de jouissance et de satisfaction. La question n'est pas est-ce qu'il t'aime, est-ce que tu l'aimes, la question c'est est-ce que tu le satisfais. Est-ce qu'il te satisfait. Et ça éviterait bien des déboires dans les relations conjugales, j'en arrête là pour les relations. Alors, revenons un peu à notre artiste guidé par ce bonheur et ce sens de la vie. Et allons, cette fois-ci, du côté du monde que l'artiste crée, un univers qu'il crée. Créer un monde où le bonheur peut avoir sa place à son accueil. C'est le mot de Paul Éluard. Paul Éluard nous écrit « Il ne faut pas du tout de tout pour faire un monde ». Vous connaissez le générique de télé, il faut de tout pour faire un monde. Ben non, Paul Éluard nous dit ça. Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il ne faut que du bonheur. Il faut du bonheur et rien d'autre. Le bonheur, et Paul Éluard en parle, mais c'est une vision vitaliste du bonheur, le bonheur est une puissance d'émergence de monde. Lorsque vous êtes heureux, vous créez un univers. Si vous êtes heureux avec quelqu'un, vous allez créer un vocabulaire en commun, à base de private jokes, à base de vécu en commun et de petites références malicieuses. Un monde secret. Le bonheur secrète un monde à lui tout seul. Vous mettez deux individus heureux pendant 2 jours ensemble et ils sortiront différents, transformés, avec une connivence, ce que je vais appeler une complicité tout à fait unique et qui ne pourra pas être comparée à la complicité d'une autre relation, d'un autre duo. Le bonheur est artistique par essence. Dans une conférence sur bonheur et art, il faut pouvoir dire cette phrase-là et l'assumer. Le bonheur est artistique parce que tout bonheur tricote un monde. Tricoter, j'aime bien. Il y a l'idée de la maille, il y a l'idée de l'étoffe, et il y a l'idée de la complicité, être dans les plis de l'autre, complica. Et de la complexité, être dans les plis de l'autre, être dans les mailles du filet. Le bonheur est toujours un art spiderman. Il s'agit à chaque fois de sécréter un filet, de sécréter un univers qui nous prend dans ses mailles. Le bonheur, c'est une puissance d'émergence d'un univers coordonné où je peux inviter l'autre à ma table et lui dire « Viens dans mon univers, tu vas t'embomber là-dedans, parce que c'est une toile d'araignée, mais tu vas jouir beaucoup, je te satisferai beaucoup et tu vas être satisfait. » À chaque fois, il est question d'une augmentation de la complexité et d'une augmentation du plaisir. Donc dans tout bonheur, il y a création d'un monde. Lorsque vous allez être heureux demain peut-être, vous allez peut-être croiser des lueurs de bonheur, vous sentir léger, vous sentir respirant, regarder la vie avec optimisme, avec passion, vous consacrer à une tâche avec ferveur, voire être content de vous, parce que vous avez produit quelque chose qui vous émerveille. Ce qui est quand même, au fondement de l'art, c'est quand même ce geste-là. C'est comment j'ai pu faire ce truc-là. Alors, quand il y a les caméras qui sont là, dans les interviews d'artistes, c'est toujours je ne suis plus moi-même, je m'oublie dans l'œuvre, etc. Mais je vous garantis qu'ils bossent, les mecs. Ils bossent beaucoup, j'en connais quelques-uns. Ils travaillent pour arriver à ce comment j'en suis arrivé là. Et à chaque fois, pourtant, tout artiste a toujours cette dimension de surprise et d'innocence. Mais comment j'ai pu faire ça? Je suis plus capable de le refaire. Il y a cet étonnement face à sa propre œuvre. C'est étonnant. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que dans l'acte créateur, il y a un oubli complet des processus techniques. Parce que si c'est qu'une question de technique, franchement, je sais comment j'ai fait ça. L'artisan qui a fait sa table, il est capable d'en faire 10 d'affilée. Parce qu'il sait comment faire. Le cuisinier qui fait une très bonne crêpe sans grumeaux, il pourra vous faire des très bonnes crêpes sans grumeaux. Mais à un moment, dans l'art, et non plus dans l'artisanat, c'est une différence qu'on peut noter, dans l'art même, il y a un oubli des processus techniques, une sorte de transe créatrice, dont j'ai qualifié ça comme étant le bonheur. Eh bien, il y a une transe de bonheur, un bonheur heuristique qui me fait trouver des choses dans l'acte même de créer. Une fois que c'est créé, c'est trop tard. Je ne peux plus revenir, je ne comprends même plus comment j'ai fait. Mais quand j'étais dedans, dans cette transe, dans ces larmes de Brahms, de celui qui pleure tout seul en composant, en cherchant ses notes, j'arrive à me mettre en transe, et dans ce bonheur qui cherche, il ne sait pas quoi, mais il va trouver justement cette cohérence d'un monde émergent. Cohérence d'un monde émergent. Le mot de Picasso, vous le connaissez, hein, je ne cherche pas, je trouve. Il n'y a pas eu de recherche. J'ai juste trouvé. Mais pour trouver, il y a eu un processus qui demande des années de travail et de technicité. Mais n'empêche que quand je crée, je trouve. Garcia Lorca avait théorisé ça, c'est sa théorie du duende. Le duende, le don, c'est ce qui permet d'arriver dans le flamenco, par exemple, c'est ce moment de fulgurance
Cet éclair de fulgurance où on est au bon moment, à la bonne place, et on fait le bon geste. Ça, au flamenco, on le voit bien. Et tout d'un coup, ça nous saisit, ça ne pouvait pas être plus parfait que ça. Et quand vous interrogez l'artiste, ou en touré-mâche, le torero, vous avez intérêt à faire le bon geste parce que sinon vous êtes empané. Donc là, tout d'un coup, tout se coordonne, et vous savez que l'artiste est dans un état second. Au tennis, on le voit, dans le sport, on le voit, quand le sport est poussé presque à un degré artistique, on voit qu'ils sont dans une sorte de transe où tout glisse, tout semble léger, tout semble évident, alors qu'on sait qu'il y a une complexité énorme, à la fois qui a permis ce geste évident, et à la fois que ce geste évident va donner lieu à une complexité énorme de commentateurs qui vont dire tout et n'importe quoi. Vous voyez comment Shakespeare, on en parle encore aujourd'hui, on ne comprend rien à ces pièces, et on est interprétant à chaque fois différemment. C'est la richesse de Shakespeare, c'est que mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, bordel? Mais pour lui, c'était évident, il était en transe. L'artiste doit pouvoir s'évaluer dans sa capacité de transe de bonheur. L'artiste ne serait pas une sorte de professionnel du bonheur, mais un bonheur qui me rend dans cet état créateur, convulsif, où les gestes se trouvent indépendamment de la technicité. Tout d'un coup, il y a l'oubli de la technicité. Alors, là, nous voyons le lien qui s'esquisse entre bonheur et artiste. Allons du côté de l'œuvre d'art elle-même. Pourquoi l'art? Alors, l'histoire, la paléontologie, l'anthropologie nous explique, nous donne des choses très précises. L'art, initialement, c'est quelque chose qui vise à calmer les peurs. Et les plus grandes peurs. Les peurs métaphysiques. Les peurs métaphysiques, c'est-à-dire, il y en a trois, les trois grandes peurs métaphysiques. La peur de la mort, la peur que la vie n'ait aucun sens, et la peur de passer à côté de l'essentiel lorsqu'on vit, parce qu'on est fini. Au bout du compte, c'est la peur de la mort et la peur de la mort. Et l'art est là pour nous dire, oui, tu vas mourir. En général, l'art ne ment pas avec cette donnée-là. C'est ce qui permet de distinguer l'art provocateur de bonheur véritable et tragique de l'art, je dirais, de l'art entre guillemets, qu'on pourrait appeler du bonheurisme. C'est-à-dire un art à consommer pour nous rendre heureux et nous faire oublier qu'on va mourir. Mais le véritable art nous rappelle qu'on va mourir. Il part de ce principe-là, l'œuvre d'art saisissante est toujours une œuvre d'art qui comporte un degré de mort extrême. C'est ce que Kant, le philosophe allemand, qui a étudié un peu l'esthétique, nous raconte en distinguant le beau et le sublime. La différence entre ce qui est beau et ce qui est sublime, c'est que dans ce qui est beau, il y a une belle proportion des choses, c'est bien proportionné, les choix des couleurs ont été très bien faits, tout est contrôlé et satisfait les plaisirs des sens. Dans le sublime, d'abord, il y a un saisissement d'effroi. C'est intéressant. Ce qui est sublime nous saisit toujours d'effroi. Et on ne ressent plus rien, on contrôle tout. Il dit qu'il y a une sorte de rétention émotionnelle dans le sublime. Alors lui, il prend des exemples peu artistiques, il prend le spectacle de la mer déchaînée, ou un magnifique coucher de soleil rougeoyant. Ça peut être vu avec l'œil de l'artiste. Mais dans le sublime quel qu'il soit, il y a toujours un moment de saisissement, un moment d'effroi, un frisson, on pourrait dire. Et c'est suivi d'un épanchement des émotions qui ont été saisies, glacées. Tout d'un coup, mes émotions s'arrêtent et je suis... Et ensuite, il y a une sorte de déferlante émotionnelle bien plus forte que dans la beauté, bien plus forte que dans le seul spectacle plaisant. C'est intéressant que l'origine de l'art est un combat contre la mort. On a fait de deux catégories, Eros et Thanatos, des catégories presque archétypales de la psyché humaine. Moi, j'ai l'impression que Thanatos, il ne faut pas l'opposer à Eros, mais il faut l'opposer à l'artiste même. L'artiste au sens de pharmakon. Le mot grec pharmakon, qui donne pharmacie d'ailleurs, c'est très intéressant. Le pharmakon, c'est le remède qui peut devenir le poison. Si j'en mets un peu trop, tu meurs. Et si je mets le bon dosage, tu vis alors que tu devais mourir. Donc c'est le bon remède. C'est le poison qui peut être l'antidote. Le pharmakon, c'est ce point, il faut bien saisir l'instant, qui permet d'amener la vie, alors que si ce n'est pas au bon moment et si ce n'est pas au bon dosage, ça amène réellement la mort. Les filtres du magicien, les filtres du peintre, les filtres qu'utilise l'artiste. L'artiste renvoie toujours à l'usage d'un pharmakon, de quelque chose qui est du poison, de la mort, et il en fait justement ce qui va nous faire vivre. Il nous fait vivre de la mort. Et il nous fait vivre notre mort. Le sublime, je suis tétanisé, je suis mort devant un spectacle sublime.
Elle me tue quand on parle d'une beauté sublime, ou cette œuvre, ah, ça m'a tué, ça m'a déchiré, c'est de la bombe. Regardez le vocabulaire populaire. À chaque fois qu'il est question d'un bonheur artistique, il est question de mourir. Je meurs, je succombe, c'est canon, c'est super, ça m'éclate, ça déchire, ça tue, ça me mitraille, ça voit. À chaque fois, il est question de la mort. On pourrait imaginer des métaphores sexuelles. On pourrait dire, c'est succulent, mais on est dans des métaphores où ça me tue. Ça me tue. L'œuvre d'art, c'est une munition, c'est toujours un acte criminel. C'est toujours un acte criminel. Je sens que je suis confronté à ce que normalement j'occulte tous les jours pour pouvoir survivre dans le quotidien, c'est-à-dire la finitude, la mort. Mais ce n'est pas que ça. C'est je te tue, mais regarde-toi maintenant, tu es encore vivant, donc tu as survécu. Et donc je tue la mort. Dans l'œuvre d'art, il y a une mort de la mort, une double mort. C'est-à-dire dans l'œuvre d'art, j'ai affaire à un spectacle qui me met en face de mes peurs et qui me dit, regarde tes obsessions, regarde tes peurs, et regarde-toi dans le miroir, tu vas survivre à ça. Et voilà pourquoi, dans l'œuvre d'art, et pour Ionesco, c'était vraiment le théâtre, je le dis parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et de comédiens, dans Ionesco, c'était le théâtre. Le théâtre, nous dit Ionesco, le théâtre, je le cite, en le retrouvant, seul ce qui est insoutenable est profondément tragique, profondément comique, essentiellement théâtre. Seul ce qui est insoutenable. Quoi de plus insoutenable que d'être confronté à la finitude? Mais survivre à cette confrontation, c'est précisément tuer la mort. Et donc, l'art, l'œuvre d'art, est toujours un hymne à la vie, d'autant plus hymne à la vie que je traverse à travers cette œuvre un réveil de mes peurs, un réveil de mes obsessions, un réveil de mon point névralgique. Au bout du compte, on voit qu'un des immenses moteurs de l'art a toujours été la mort transfigurée, la mort que je vais pouvoir éviter, la mort que je traverse, l'expérimentation ultime, l'expérimentation impossible, parce qu'on n'expérimente pas la mort. Épicure et Lucrèce nous avaient dit, n'aie pas peur de la mort, puisque quand t'es mort, t'as plus de sensibilité. Voilà, c'est cool. Ça m'avait calmé quand j'avais 18 ans et que j'avais un peu peur de la mort, comme tous les adolescents. Tout d'un coup, j'avais lu Épicure, et maintenant, quand t'es mort, t'as plus de sensibilité. Donc t'es sûr que jamais tu croiseras ta propre mort. Tu ne peux pas la croiser parce que t'as pas les affects qui permettront de la croiser. Eh bien, l'œuvre d'art, si. C'est pas cool. L'œuvre d'art, si, tu vas la vivre, ta mort. Tu la vis. Et dans une œuvre d'art, on a à faire. Et les grands artistes, c'est ceux qui nous montrent, qui nous font vivre l'expérience ultime, là, en direct, et qui est tout sauf ultime. Autre chose très intéressante, du côté de l'œuvre d'art, il y a toujours un appel, on l'a vu à l'effraction, mais aussi un appel à la catastrophe évitée. Vous connaissez, c'était le mot de Louis Jouvet. Louis Jouvet disait toujours une première au théâtre, c'est toujours une série de catastrophes évitées. Je trouve ça assez intéressant, ceux qui voient un peu ce que c'est. On n'est jamais prêt, c'est toujours la cata, mais on évite, et on se demande, mais comment on a fait? On a réussi. Eh bien, ça tient du côté du miracle. Il y a toujours dans toute œuvre d'art une possibilité miraculeuse d'un bonheur alors qu'on est dans un terrain où l'obsession est réveillée. L'écrivain que j'aime beaucoup citer, Sonny Labutansi, un écrivain congolais, l'écrivain congolais Sonny Labutansi disait « L'œuvre d'art doit réveiller nos obsessions ». J'en parle dans mon livre « Mélangeons-nous, enquête sur la chimie humaine ». L'œuvre d'art, c'est ce qui réveille nos obsessions, la mort, la peur, tout ce monde chaotique qui fait que je me demande si je vais continuer d'être humain et si je ne vais pas devenir un monstre confronté à tout ça, ne penser qu'à moi, sacrifier les autres, sacrifier toutes mes valeurs. Eh bien, l'œuvre d'art, c'est cette expérimentation du côté le plus extrême de ma sensibilité. Et j'aimerais juste dire une chose importante. Ça s'accompagne pas toujours d'œuvres d'art, je dirais, fracassantes. C'est pas à chaque fois des grands opéras tragiques, du Wagner. C'est pas simplement regarde la mort, regarde la finitude. Ça peut être extrêmement minutieux, puéril, naïf. Ça peut être du Matisse, ça peut être du Miro, ça peut être du Niki de Saint-Phal. Quand je dis on est confronté à la mort, ne voyez pas toujours des œuvres tragiques. Ça peut être du Picasso, Picasso oui, c'est clairement. Mais ça peut être aussi des choses pleines d'humour, pleines de légèreté. Ça peut être du vaudeville quand il est poussé à son paroxysme artistique. Donc en quoi il y a réveil de nos obsessions et réveil de nos finitudes? Très simplement, parce que dans le protocole artistique, et c'est ce qui fait une œuvre d'art comparée aux œuvres de décoration, il y a toujours deux polarités qui vont s'agiter ensemble.
Et c'est Nicolas de Staël, parlant de son œuvre, et j'adore quand les artistes commencent à philosopher, tous les artistes philosophent sur leur art. Il y a une sorte de terreau, et beaucoup de femmes artistes philosophent sur leur art. Vous savez, c'est une parenthèse, qu'en philosophie, il y a peu de femmes déclarées comme étant des philosophes, à part les deux Simone et Hannah Arendt. Simone Weil, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, on a fait le tour. En fait, il y a beaucoup de femmes artistes qui sont extrêmement philosophes, simplement en parlant de leur art. Et tout de suite, il y a des catégories qui se mettent en place et une vision du monde conceptuelle. Alors, Nicolas de Staël dit une chose, il écrit ça dans sa correspondance, il dit au bout du compte, dans l'œuvre d'art, l'artiste doit mettre deux fulgurances. J'aime beaucoup le mot. Non seulement parce que j'adorais Goldorak quand j'étais petit, fulgure au point, c'était vraiment l'implantation suprême, mais la fulgurance, la foudre, il y a quelque chose de foudroyant. Quand je parlais d'effroi, quand je parlais de saisissement par le sublime, quand je parlais de confrontation aux obsessions, il y a question de l'éclair. Et toute œuvre d'art est une œuvre d'éclair, qui traverse la nuit, de saisissement. Et il dit finalement il y a deux fulgurances pour l'artiste. Il doit être mu par la fulgurance du doute et la fulgurance de l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'acte même d'être artiste, il faut pousser l'autorité à son sommet. C'est-à-dire à un moment, je décide que c'est comme ça et ça sera comme ça. À un moment, je ne doute plus, je ne suis plus dans la recherche. Et l'acteur qui est sur scène, le comédien qui est sur scène, il est sur scène. Et il est autoritaire dans la mesure où parmi tous les possibles interprétations qu'il aurait pu commettre, il décide d'interpréter comme ça. Et s'il maîtrise un peu la technique, ce qu'il fait, c'est vraiment ce qu'il a décidé. C'est pas parce qu'il se prend les pieds dans le tapis ou que sa voix monte à l'aigu par hasard. Donc l'artiste qui fait une performance, n'en parlons pas, mais même l'artiste, le peintre, à un moment, il décide. Il y a une décision qui est faite. Et en fonction des arts, ça peut être des décisions plus ou moins longues. L'ikebana, l'art de la décomposition florale japonaise, l'ikebana, c'est des décisions où on aide la nature à se fossiliser, à se décrépir, et il y a une sorte de beauté, de cette beauté de fleurs qui va se décomposant. Mais il y a toujours des décisions qui sont toujours de l'ordre de la fulgurance de l'autorité. L'artiste, c'est pour ça qu'il a du caractère. Pourquoi il n'y a pas d'artistes qui n'ont pas de caractère? Je n'ai jamais croisé un artiste qui était tout mou, tout cru. Il y en a qui sont mal en société, voire sociopathes. Mais c'est du caractère que d'être très mal en société et de ne pas se conformer aux bienséances. L'artiste a du caractère parce que l'artiste, pour créer son œuvre, il doit être mu par la fulgurance de l'autorité. À un moment, c'est comme ça et c'est pas autrement. À un moment, il dit, je décrète que cette œuvre est finie. Et je rajoute plus rien. Le mauvais peintre, le peintre du dimanche, c'est celui qui va transformer peut-être sa toile. Alors, il y en a qui font ça par recherche, etc. Il y en a aussi qui n'arrivent pas à l'écrivain, c'est typique. L'écrivain qui n'arrive pas à finir son livre. Quelle autorité il faut pouvoir déployer pour dire maintenant, ce livre qui dure 200 pages, qui m'a demandé 3 ans de ma vie, je mets le point final. Il y en a qui ont tellement peur de ça, qui ont tellement la phobie de la fin, qu'ils ne veulent jamais mettre le point final et qu'ils ne produisent plus rien. Donc l'artiste est mu par la fulgurance de l'autorité. Caractère. C'est fini, c'est ça. Le doigt aimé. Mais l'artiste, dit Nicolas de Staël, doit aussi être mu par la fulgurance du doute. Et c'est pas le petit doute, hein. C'est pas le doute, c'est le doute hyperbolique à la Descartes, où on remet tout en doute. À un moment, alors que tout le monde dit bravo, formidable, quelle sonate magnifique, à un moment, il faut pouvoir prendre l'œuvre d'art achevée et la mettre en doute, la presser comme un citron et faire couler toute la sève de sens et de se dire mais c'est de la merde ce que j'ai fait, mais c'est nul ce que j'ai fait. Et les artistes, dans leur caractère fort, ont aussi le caractère fort d'autocritique et de se dire mais en fait tout ça, ça fait 3 ans qu'ils bossent dessus et c'est juste de la merde, ça va pas. Ils poussent le doute au paroxysme au-delà des limites communément admises. On doute tous un peu de soi, mais à un moment on est content de soi. J'ai bossé 3 ans sur un truc, je vais pas tout remettre. L'artiste, c'est celui qui est capable de remettre en doute toute une existence. Et on a toujours ça, chez les artistes, on a toujours des grandes crises existentielles, je ne parle même pas de Picasso et toutes ces périodes, des immenses crises existentielles où tout est remis en doute jusqu'à leur propre identité, leur propre être. Pourquoi je suis vivant? Quel est le sens de ma vie? Voilà, ça va très loin. Et donc, il y a ça cristallisé dans l'œuvre d'art. Eh bien, je vous le dis très simplement, qu'est-ce qui permet de pousser l'autorité à son summum? C'est ce geste et pas un autre. Qu'est-ce qui permet de pousser le doute à son summum? Je doute, je remets en cause les choses, c'est le bonheur. Et ça permet du coup de définir le bonheur autrement que dans les magazines psychologiques et le coaching à la mort moelle-neu. C'est-à-dire, le bonheur, c'est un moment de joie qui dure, ancré dans le temps. Le bonheur, c'est les priorités. Le bonheur, c'est savoir bien s'entourer. Le bonheur, c'est quelque chose de collectif. Et bon, non.
Le bonheur, c'est la capacité de remettre en doute absolument ce qu'on avait affirmé, et c'est la capacité d'affirmer ce qu'on a remis en doute absolument. Le bonheur est une puissance de décider par ses tripes, sa chair, son sexe, son sang, son sperme, ses larmes. Je décide par mon existence de valider ou d'invalider ce que je veux. Et le bonheur, du coup, est subversif. Le pire ennemi pour un pouvoir assis, pour un ordre établi, c'est des individus heureux. Il n'y a pas pire pour un pouvoir et pour une dictature que d'avoir un peuple heureux. Un peuple non pas heureux, satisfait avec du pain et des jeux, mais un peuple heureux et créateur. Un peuple qui se dit, cette démocratie, on peut changer les donnes. J'ai envie de créer, de réinventer les choses. Ce que tu me donnes, professeur, j'ai envie d'en faire autre chose. Mais comment? Tu n'as pas le droit? Mais non, l'académie ne permet pas ça. L'orthodoxie ne permet pas ça. Eh bien, j'emmerde l'académie, j'emmerde l'orthodoxie. C'est ce que dit Edgar Degas. Edgar Degas dit, l'art, ça se viole. Ça se prend pas, c'est un mariage illégitime. On n'est pas dans faire l'amour, on est dans le viol. Effraction et violence de l'œuvre d'art. Donc on a une définition du bonheur. Finalement, je vais le dire très simplement, pour vous partir avec les billes. Le bonheur, c'est ce qui nous rend sauvages. C'est le retour à l'état sauvage. Le retour à la sauvagerie existentielle. Comme un enfant qui crie, qui n'aime pas et qui n'a plus de masque. Le bonheur, c'est cette éclaboussure d'enfance qui nous révèle, en dehors de nos masques quotidiens, à l'intensité de la vie, ou pas. Ou sinon c'est la mort. C'est un tout ou rien, le bonheur. On ne peut pas être dans la demi-mesure. Le bonheur n'est pas confortable. Le bonheur, c'est ce qui montre justement les limites du confort. Le bonheur, c'est ce qui nous dit, est-ce que je vis quelque chose de palpitant, de sauvage, qui a du sens pour mon corps? Pas pour mon âme simplement, mais pour mon corps. Est-ce que je m'y retrouve sensuellement? Le bonheur est une puissance sensuelle de transgression. Et donc c'est pour ça qu'on peut y être addict. Le bonheur est une addiction à la vie, mais la vie avec un V majuscule. La vie qui pulse, la vie qui transgresse, la vie qui s'hybride, la vie qui prend tous les éléments, y compris les éléments iconoclastes, les éléments dont on rechigne, et qui fait à chaque fois, qui pave à chaque fois notre cheminement. Je prends tout, je transgresse tout. Celui qui est heureux, c'est celui qui peut véritablement transgresser. Celui qui est malheureux, qui fait la gueule et qui se fait sauter dans la rue, il ne transgresse rien, il ne fait qu'obtempérer à des ordres supérieurs. Celui vraiment qui c'est très mieux de transgresser. Alors, la plupart du temps, les gens transgressent parce qu'on leur dit de transgresser. C'est pas une transgression, ça. C'est obtempérer à un ordre parallèle. Les djihadistes, ils ne transgressent rien du tout. Ils obéissent à un ordre parallèle, contre-sociétal, anti-occident, etc. La vraie transgression, c'est devenir artiste de sa vie. Je décide de ne plus obéir, et je n'obéis à rien qu'à moi-même, et cette obéissance suivra quelque chose que je vais édifier en chemin. Pas un code civil, c'est pas... Je vais édifier mes propres règles au fur et à mesure de la vie. Ça s'appelle la sauvagerie. C'est exactement ça, la sauvagerie. Une petite anecdote pour finir sur l'œuvre d'art. Je discutais avec un ami, Richard Texier, grand peintre de renommée internationale. Et Richard Texier racontait comment il avait sorti toute une série de tableaux faits par ordinateur qui s'appelle Panthéo Vortex. Comment il a fait le Panthéo Vortex. Et on s'est rencontrés à travers un mot. Dans mon livre sur l'ambition ou l'épopée de soi, je définis l'ambition comme un vortex, un tourbillon. Hein, l'ambition, c'est pas du tout une ligne ascensionnelle vers le haut, c'est un tourbillon qui recycle tout ce qu'il y a, comme un cyclone, qui recycle toute la vie autour de moi pour m'élever à l'échelon supérieur. Un vortex. Et donc on s'est retrouvé, le hasard a fait qu'on s'est retrouvé sur ce mot-là, puisqu'il sortait cette série Panthéo Vortex. Et je lui demandais, comment tu as eu l'idée de cette série incroyable? On a l'impression d'avoir des objets venus de nulle part, des ovnis, un art extraterrestre. Et il me dit, c'est simple, j'ai mangé une poire. J'ai dégusté une poire bien juteuse, un jour. C'était un matin, il y avait du soleil. J'ai croqué à pleines dents dans cette poire. J'ai eu du plaisir, j'ai eu du bonheur. J'étais sauvage avec cette poire. Je n'ai pas cherché à la couper, je l'ai vraiment mangée. Et quand j'avais plus que le trognon de la poire, cette poire à la chair laiteuse, cette poire qui est un miracle de la nature, je me suis senti mal et presque coupable d'avoir dévoré cette poire sans avoir fait ma cérémonie, mon rituel, comme le chasseur en Sibérie va faire son rituel avant de tuer des animaux. Parce que cette poire que j'ai dévorée goulûment, je ne pourrai plus jamais la recréer. J'ai détruit ce que je ne peux pas moi-même créer. Je suis un barbare, m'a-t-il dit. J'ai été comme un barbare. C'est le synonyme même de la barbarie, c'est le sens même de la barbarie, détruire ce qu'on n'est plus capable de recomposer soi-même. Et du coup, comme par expiation, j'ai créé toute cette œuvre
cet hymne à la poire, et j'essaie de recréer et de redire merci à la nature que l'on détruit. Et là, la dimension intellectuelle donne une dimension aussi concentrée sur nos aires de pollution et de spoliation de la nature. Eh bien, c'est une sorte de merci et de gratification faite à la nature. Chaque œuvre d'art que je fais, c'est ça. Je dis merci à la nature pour ce poisson que je mange, pour cette poire que je déguste, pour les petits moments du quotidien qui sont de véritables miracles, mais on passe à côté d'eux, pris dans notre emballement quotidien et morphal. Et je trouvais ça très très beau de voir qu'en fait, c'est toujours une méditation sur la barbarie et la sauvagerie à laquelle invite une œuvre d'art. Réveiller les obsessions, c'est réveiller notre part de sauvagerie. Je vais finir et conclure sur le spectateur. Le spectateur, écoutez, c'est simple, l'œuvre d'art. Il est évident que l'art connecté à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce soir, c'est un art éducateur. C'est un art éducateur. Ce n'est pas simplement un art de délectation contemplative. C'est un art qui nous fait avancer dans la vie. C'est un art presque qui nous rend philosophe. C'est un art où on se reconnecte à notre vérité première en dehors des masques. Ça nous fait du bien. Et c'est nécessaire aujourd'hui. Nous sommes dans une société des masques, une société de la fadeur généralisée, où tous les gens, à force d'être tièdes, ne savent même plus ce que c'est être barbare, être sauvage. Et on a besoin de ça. Regardez la foule. Elle n'attend qu'une chose, la foule. Et elle n'est pas que négative, la foule. Elle attend des communions émotionnelles massives. Et si elle ne les a pas par les billets de l'art, par les billets du sport, par les billets pacifiques, elle les aura par des billets qu'on connaît par cœur. Depuis l'histoire de l'humanité, ça s'appelle la guerre, ça s'appelle la destruction, ça s'appelle la haine. Et donc il y a une valeur éducative dans l'art. Il y a une valeur de divertissement, au sens très noble du terme. J'ai du plaisir, j'ai du bonheur à être confronté à l'art, mais il y a aussi une valeur d'instruction première, existentielle. Et ça tombe bien, c'est ce que disait Bertolt Brecht. Brecht disait, je vous le cite très simplement, il parlait du théâtre en l'occurrence, et disait « L'affaire du théâtre a toujours été de divertir les hommes, mais il n'y a aucune contradiction entre divertir et instruire, car il y a plaisir d'apprendre. » Plaisir d'apprendre. L'œuvre d'art n'est pas gratuite. Ce n'est pas vrai qu'elle soit dépourvue de leçons à nous donner en tant qu'être humain. L'œuvre d'art nous initie et nous satisfait dans cet endroit du plaisir d'apprendre. Et ça paraît paradoxal parce que qu'apprend-on face à une œuvre, face au théâtre, face à une statue, face à une peinture? On n'apprend pas de la connaissance érudite, on n'apprend pas à pouvoir briller dans les salons mondains. Ce qu'on apprend véritablement, c'est ces réactions. On se rappelle notre part sauvage, et on se souvient de qui l'on est vraiment. Au bout du compte, on pourrait dire que l'œuvre d'art nous fait devenir ce que nous sommes véritablement. C'est le mot de Nietzsche, vous le connaissez, « deviens ce que tu es ». Un peu comme la graine doit devenir l'arbre. La graine n'est pas la graine est l'arbre. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes des graines et qu'on attend de devenir l'arbre. Mais nous ne sommes pas des graines, nous sommes des arbres accomplis dans 10 ans, dans 20 ans, dans 2 mois. Au bout du compte, cette invitation à concevoir l'art dans sa partie émotionnelle, résurrectionnelle, que nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes en devenir de ce que nous sommes nous-mêmes. Je vais dire très simplement, il faut sortir de Freud, l'identité égale le passé. Il faut aller vers Nietzsche, l'identité égale le futur. Nous avons 2 grandes écoles psychologiques, et Nietzsche se déclarait comme philosophe et psychologue, et surtout comme psychologue. L'identité, qui es-tu? Dis-moi ton prénom. Daniel. Daniel. Je peux aborder Daniel du point de vue freudien. Il va me raconter son passé, sa maman, son papa, et les souffrances personnelles, les traumatismes. Et raconte-moi ton passé, et je te dirai qui tu es. Parce que je vais écouter ton passé, je vais l'archiver, je vais peut-être en faire un livre, et je pourrais dire, c'était Daniel et Keomo, c'était Daniel. Mais si on aborde d'un autre point de vue en disant l'identité, c'est ce que Daniel va devenir, ce qu'il est vraiment, c'est sa capacité à devenir autre que ce qu'il est ici et maintenant. Alors je ne vais pas dire raconte-moi ton passé, je vais te dire raconte-moi tes rêves, raconte-moi ta sauvagerie où elle te porte naturellement. Quand tu es bourré, tu fais quoi? Quand tu es hors de toi, tu fais quoi? Quand tu es en colère, tu vas où?
Quand tu jouis, tu fais comment? Raconte-moi ton éclatement dans le futur. Raconte-moi l'aventure que tu joues dès que le côté guindé social arrive et t'écrase. Dès que tu te libères, dès que tu es dans l'hubris, dans la démesure. Raconte-moi le jeu, J-E entre parenthèses, U, que tu es. Où il va ce jeu? Et je te dirai qui tu es. Et vous comprenez que je suis, et je finirai là-dessus, je plaide pour une vision artistique qui serait de l'ordre d'une possibilité future en acte. Dans l'œuvre d'art, j'expérimente mon futur, mon devenir. Que je sois artiste, et je l'expérimente de l'intérieur en créant, mais que je sois spectateur, j'expérimente mes possibilités de devenir, en tout cas émotionnel. Je l'expérimente moi-même. Et voilà pourquoi les êtres qui sont confrontés aux œuvres d'art et qui les vivent dans leur chair sont des êtres qui sont extrêmement riches au niveau de la personnalité, parce qu'à chaque œuvre d'art rencontrée, ils expérimentent des possibilités de devenir personnels. Alors, je vais vous finir cette rencontre, et on va discuter ensemble, hein. Il y a des questions, n'hésitez pas à cogiter des questions, mais j'aimerais finir en vous récitant un poème. Et en vous invitant à une méditation sur le poème que je vais vous réciter, qui est d'Arthur Rimbaud, de valeur sûre. Et je ne suis pas du tout comédien, mais je vais vous dire très simplement ce poème, qui s'appelle Le poète de 7 ans, dire quelques extraits. Et ce que j'aimerais que vous fassiez comme une sorte d'expérimentation méditative, il y en a qui peuvent fermer les yeux, n'hésitez pas, c'est que vous voyez en quoi ce poème parle de vous, et en quoi ce poème vous porte non pas sur le passé. Essayez d'éviter ce réflexe qui consiste à décrypter une œuvre en fonction de ce que l'on a vécu. Ne croyez pas en ce que vous avez vécu, arrêtez d'y adhérer, arrêtez d'être sur votre divan de psychanalyste, mais essayez d'imaginer l'œuvre que je vais vous dire comme des possibilités futures à appliquer dès demain, à appliquer cette semaine, voire cette année. Nous sommes encore en janvier, on peut se faire des vœux, je vous souhaite ces vœux du poète de 7 ans. Vous pouvez fermer les yeux, ça peut être un exercice intéressant. En quoi ce poème vous dit demain, vous dit dans le mois qui vient, et vous dit dans l'année qui vient. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour il suait d'obéissance, très intelligent. Pourtant, des tiques noires, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. À l'ombre des couloirs aux tentures moisies, il tirait la langue, les 2 poings à l'aine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir à la lampe, on le voyait là-haut qui râlait sous la lampe, sous un golfe de jour pendant du toit. L'été, surtout vaincu stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille, et livrant ses narines. Je le coupe un peu. Quand venait l'œil brun folle, en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté. Je vous le refais parce que c'est juste trop beau. Quand venait l'œil brun folle, en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin, sur son dos, en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle le meurtri des poings et des talons remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il rêvait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes, qu'au soir fauve, noirs, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs, en 3 roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums sains, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse méditer. Plein de lourds ciels au creux, et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, des routes et pitié, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas, seul, et couché sur des pièces de toile écrues, et pressentant violemment la voile. Je vous remercie.
On ouvre à des questions. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est, vous avez parlé du bonheur, vous avez parlé du bonheur à travers pas nécessairement des choses extrêmes, le voile, quelque chose qui est très, vous avez cité dans le général le voile, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas des bonheurs à travers tout ça, dans justement l'expérience? J'ai pris, c'est un œuvre d'art, un petit tableau, une marine chez moi, j'ai le bonheur de le voir tous les jours, c'est la première question. Et peut-être que bon, on ne peut pas tout développer dans une conférence, c'est brillant, vous avez découvert plein de choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce bonheur de se dire, bah, tiens, j'ai quelques tableaux, j'en ai 3, et là, tous les jours, j'ai le plaisir de les voir, sans parler effectivement, sans partir dans des peut-être des choses exaltantes. Vous avez écrit livre ce soir, ce serait ma première question, c'est une autre facette du bonheur, c'est ça. Et la deuxième, c'est dans la compréhension de l'art, on a quelque chose, je vais toujours parler de tableau, je ne vais pas parler de livre, avec Laurent, mon beau-frère, il a l'air du fait héros, j'arrive, hermétique complètement, c'est les inconnus, le monophone de Coutelus, moi je ne comprends pas grand-chose, et Laurent m'a fait découvrir cette peinture qui est moderne, moi, là je commence, et il y a eu un bonheur à comprendre, de commencer à comprendre certaines choses, jusqu'à Basquiat, quand il est arrivé à Basquiat, tout pour moi, et voilà, c'est un petit peu ces deux notions, peut-être du plaisir simple, du bonheur simple, du plaisir qu'on a, une marine par exemple, qui ne va pas exalter quelque chose, qui n'est pas la mort, mais quelque chose auquel peut-être on pense, hein, peut-être quelque chose de subjectif derrière, moi je me la merde, je me marie tous les jours, voilà. Et puis cette découverte, l'explication, la compréhension, la compréhension de l'art, la compréhension de situation de l'histoire, où j'ai vu Philippe Lebel, je commence à comprendre il y a peut-être quelque chose d'aller dans la compréhension de quelque chose à travers l'art. Voilà, c'est un peu les questions. C'est bien. Je vais répondre de façon un peu courte, parce que ça on peut discuter. Sur le dit de bonheur simple, enfin le moins exaltant, bien sûr, on a ça. C'est Bossuet qui dit une chose que je trouve admirable. Bossuet dit qu'il faut en fait éviter de ne pas être ébloui par les bonheurs qui ne remplissent pas le cœur humain. En fait, là, le critère, il est là. Est-ce que, moi j'appelle ça nourrir l'âme. Bon, ça fait peut-être un peu trop catholique. Mais ne pas être ébloui par les bonheurs de surface, par les bonheurs qui sont des bonheurs construits comme des pièges pour nous attirer et finalement qui ne nous satisfont pas. On a plein de bonheurs comme ça. Et la pulsion post-achat au shopping, on sait tout ce que c'est. C'est-à-dire qu'on achète des trucs, des nouvelles technologies, on est toujours un peu déçu. Quand on a son nouveau smartphone, on jubile, et puis après on s'y fait, et puis après ça ne nourrit pas l'âme, ça ne nourrit pas, dit Bossuet, le cœur humain. Donc c'est une véritable éducation. C'est une véritable éducation d'essayer de ne jamais être ébloui par les bonheurs qui ne remplissent pas le cœur humain. Donc effectivement, des bonheurs simples tels que vous les définissez, ça nourrit le cœur humain, donc c'est tout sauf simple. Si ça nourrit le cœur humain, c'est pas simple. Ou alors c'est simple, comme dit Brancusi, que j'ai lu avant de venir, c'est pour ça que j'ai beaucoup de Constantin Brancusi dans la tête, il dit la simplicité, c'est la complexité résolue. C'est très beau comme définition. Hein. Donc on a affaire, dans l'œuvre d'art, à quelque chose qui rend évident, simple, à portée de cœur, à un élève, un disciple, même de grands compositeurs contemporains, partitions d'orchestre, etc. Donc la complexité a pris la musique contemporaine en otage. Et quelque part, faire des partitions d'orchestre simples, pures, avec des lignes mélodiques très simples, etc., c'est mal vu. Pour briller, notamment en France, notamment à Paris, il faut absolument faire montre de complexité, inventer des algorithmes extrêmement complexes, passer par des ordinateurs, etc. Et au bout du compte, on oublie cette idée de satisfaction simple, cette simplicité qui est ce que je vais pouvoir justement appeler une certaine forme de luxe. Si je dis ça à Richard Tessier, il va hurler parce que le luxe et l'art, pour lui, sont deux choses totalement différentes. Je pense que le luxe, c'est la complexité domptée. Par exemple, un très bon cigare, un cigare de luxe, vous avez une complexité d'arômes, c'est extrêmement complexe en termes d'arômes, mais tout ça c'est dompté et vous avez l'impression d'avoir une unité avec une complexité infinie. Le vin, il y a sûrement des amateurs de vin, il y a de très bons vins, j'ai vu là. Eh bien, le vin, produit de luxe, pourquoi? Parce qu'un très grand vin, c'est celui qui a une complexité aromatique extrême et pourtant c'est dompté, c'est tenu, ça se tient, il y a une unité. Ça c'est pour moi la définition du luxe. Et dans l'œuvre d'art, c'est pareil. Il y a de l'art de luxe. Et par exemple, ce que fait Pixar ou certains Walt Disney de très haut degré, pour moi, c'est de l'ordre du luxe. C'est une complexité domptée. Walt Disney, peut-être pas, mais en tout cas, certains scénarios peuvent arriver à ça et certains films. Mais c'est pas de l'art. Je reste là-dessus. Pour moi, l'art,
c'est de la complexité non pas dotée, mais de la complexité résolue. Et je prends le mot de Bossuet à dessein. Qu'est-ce que ça veut dire de la complexité résolue? Ça veut dire que c'est complexe, je reconnais la complexité, et pourtant je le digère immédiatement. Je n'ai pas besoin de passer par des sas de digestion et de compression. C'est comme si vous aviez un mets et que tout d'un coup, à peine vous le ressentiez qu'il entre directement dans votre sang. Les nutriments vous nourrissent le cœur, dit Bossuet, le sang, je dirais. Et donc, c'est intéressant parce que cette distinction, du coup, c'est opératoire. Le luxe n'est pas l'art. Le luxe, donc la complexité, et nous la donne en main. C'est très bien, on peut en jouir immédiatement. Il y a une sorte de bonheur, de jouissance immédiate. Dans l'art, la complexité est résolue à travers quoi? Qu'est-ce qui me permet de résoudre cette complexité-là? C'est mon corps, c'est ma vie. Le filtre pour l'œuvre d'art, c'est ma vie. Voilà pourquoi l'œuvre d'art a besoin du spectateur. Et c'est une vision vampirique de l'œuvre d'art. L'artiste, pour faire revivre son œuvre, a besoin de vampiriser le spectateur. Et du coup, tout est simple. C'est très complexe ce que j'ai composé, c'est très complexe ce que tu vas vivre, mais ça va entrer en toi et t'habiter de façon très simple, un peu comme des crocs de vampires entrent en toi et te transforment en vampire. Voilà un peu, si je veux filer la métaphore, la simplicité de l'art est un piège. C'est une complexité qui rencontre une autre, mais simplement la digestion est immédiate. Lorsqu'on rencontre des événements complexes dans la vie, on digère, on les digère. On en parle autour de nous. C'est parce qu'il m'est arrivé, c'est complexe, c'est extraordinaire, c'est le bordel. Maintenant, on le met sur nos statuts Facebook. Dès qu'on a vécu un truc complexe, on le met et on attend les commentaires. C'est tellement complexe qu'on n'est pas de trop que de le digérer à 10 ou à 20. Donc, la complexité rencontrée dans la vie, c'est prise de tête, j'en parle à mes amis et je demande de l'aide. Dans l'œuvre d'art, elle me va, elle rentre en moi directement dans le cœur. Elle nourrit mon cœur tout de suite et je deviens du coup plus complexe. L'œuvre d'art me complexifie et me simplifie en même temps. Elle me rend plus épais, elle rend ma matière plus épaisse. Ma matière émotionnelle se nourrit de possibilités émotionnelles innommées que je ne savais même pas que j'avais. Tout d'un coup, j'ai trouvé des émotions nouvelles. Et pourtant, c'est facile. Ça glisse tout seul, c'est immédiat. Je me méfie pour le coup des arts cérébraux qui ont besoin de commentateurs pour pouvoir être digérés. Pour moi, l'œuvre d'art, c'est une œuvre qu'on digère immédiatement. Si on n'a pas cette immédiateté digestive, avec un public un peu éclairé, on passe à côté de cette complexité résolue et pas montée. Voilà, j'espère avoir un peu répondu. Très égoïste. Comment? C'est une conception très égoïste. Dans quel sens? Chacun digère ce qu'il va voir, va l'interpréter avec sa connaissance, sa vie, par les expériences. L'expérience, elle permet également de prévoir l'avenir et de juger à ce qu'on a appris, de ce qu'on voit. Et comme personne n'est exactement égale personne, chacun a des passages. Vous, c'est le passage et la transgression. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il faut retenir. La transgression apporte un plaisir extraordinaire. Et on ne passe pas à ce stade de transgression tout le monde de la même façon. Et donc, c'est là, je dis, c'est très, très égoïste. Alors, c'est très intéressant, ça me permet de rebondir, donc merci beaucoup. Du point de vue du mécanisme, oui, parce que j'ai focalisé sur un mécanisme, le récepteur de l'art et celui qui donne l'art. Au bout du compte, non, parce que ça crée la culture. L'œuvre d'art que je reçois, qui me nourrit, me rend artiste. Alors artiste peut-être pas au même endroit que l'art que je dévore, mais à un moment, il y aura une répercussion de l'œuvre d'art dans ma vie. Ça peut être dans votre vie, c'est ce que vous dites. Oui, dans votre vie. Mais cette répercussion, elle va être socialement validée. Elle va avoir une répercussion en termes d'ondes. Et donc ça va, quand je sors d'un film qui m'a nourri et qui m'a fait découvrir égoïstement des émotions nouvelles, ces émotions, je vais les partager avec les autres parce qu'il y aura des répercussions qui vont me rendre acteur. Il y a une incitation pour moi dans toute œuvre à reproduire l'œuvre à travers un cercle différent. Donc on n'est plus dans du j'écoute Mozart et Mozart me nourrit et m'apporte une émotion. C'est j'écoute Mozart, j'ai une émotion nouvelle que je vais évidemment faire circuler ailleurs, dans d'autres cercles, dans d'autres circonstances. Et donc il y a un épaississement de l'identité qui va se diffracter sur mes interrelations. Et c'est pour moi le maître là, pour moi c'est Gérard Fromanger, le peintre Gérard Fromanger, qui est d'ailleurs la couverture de mon livre Mélangeons-nous. J'étais très content de cette couverture, on reprend ça parce que c'est des micro-égoïsmes, des petites touches comme ça, qui forment des êtres humains, et au bout du compte une société. Et Gérard Fromanger a une vraie réflexion sur la société, comme Dubuffet et d'autres. Et la réflexion qu'il mène, c'est qu'il a vécu les événements de 68, et il dit une chose importante, il dit, pour nous les artistes, il a créé les beaux-arts, etc.,
à 68, et un art d'intervention, un art de rue, un art de sérigraphie, et dit c'est la première fois qu'on se sentait utile. Les artistes se sentaient utiles parce qu'ils pouvaient impacter directement des individus égoïstement, mais du coup à travers eux la société entière. Donc il y a une diffraction des émotions égoïstement consommées qui fait que l'œuvre d'art est toujours une onde de charme, et qui va contaminer, se diffuser dans le corps social. Donc je pense qu'il y a une incidence politique à l'œuvre d'art. Et celle que vous devez lire, qui est une philosophe à mes yeux, on la classe comme romancière mais elle est philosophe, c'est Nadine Gordimer, écrivaine d'Afrique du Sud. Nadine Gordimer explique très bien qu'il n'y a pas d'art de droite, enfin d'extrême droite, il n'y a pas d'art du côté des bourreaux et des dictateurs, parce que toute œuvre d'art est un art de résistance à l'oppression et à une dimension politique par cela même. Si l'art me donne le courage de résister aux tyrans, ce courage-là aura un impact social qui va rendre courageux d'autres personnes que moi. Et donc il y a une diffraction, il faut vraiment penser ça, une diffraction sociétale, voire révolutionnaire, de l'Euthérèse. Ça parle d'un créateur lui-même nourri à des artistes, lui-même nourri à tout un champ culturel. Donc je pense que, c'est quoi la culture? C'est de la digestion émotionnelle faite en commun. Pas égoïstement, mais en commun. Une culture, c'est des individus qui ont vécu des trucs, une famine, une explosion, des attentats terroristes, et qui vont digérer ça égoïstement, mais en faire profiter tout le monde. Et du coup, la culture, c'est la sédimentation des scénarios de digestion émotionnelle, mais corrélés, interconnectés. C'est très, très politique pour moi, là, dans ce sens-là. Oui? Justement, en fait, une pensée mentale, c'est surtout ça qui rend heureux l'artiste plus que sa création elle-même. C'est-à-dire, c'est le fait de provoquer le bonheur en fait, chez le récepteur, chez nous en fait. Parce qu'on a tous beaucoup connu des artistes qui doutaient beaucoup en fait, de leur création. Et le jour en fait, où on découvre leur création, justement, on a ce moment par sidération et qu'on trouve ça formidable, finalement, qu'ils voient le bonheur en nous, je me dis que c'est souvent ça qui les rend heureux. Et aussi le fait de cette dissémination dont vous parlez, où finalement, ça fait boule de neige et que finalement, la création, je ne suis pas certaine qu'ils soient toujours conscients en fait des répercussions qu'elle peut avoir dans la société ou chez l'homme. Et je me dis que c'est ça parfois qui peut-être les rend plus heureux que cet autoritarisme, ce doute dont vous avez parlé. Alors, c'est séduisant et c'est, à mon avis, absolument pas comme ça que ça fonctionne. Et de tous les témoignages d'artistes, et j'en ai lu des quantités, l'art c'est un sujet que je traite depuis 20 ans, de tout ce que j'ai traité, de tout ce que j'ai vu comme témoignage, les artistes sont contents, pas plus que ça, sauf les narcissiques de première, et en général ils sont surpris. Tiens, c'est vrai que ça a du succès, mon art, etc. J'ai jamais vu un artiste se contenter, dans les lettres intimes, dans les journaux intimes, je parle de choses où ils peuvent révéler ce qu'ils éprouvent véritablement, les correspondances et les journaux intimes. Les écrivains, c'est peut-être plus flagrant que les artistes. Je crois pas. Pour avoir vécu l'écriture de 15 livres, y compris une écriture extrême, enfermé chez moi pendant 2 ans, à écrire, à ne plus pouvoir marcher pendant 6 mois, tellement j'ai vécu, on ne peut pas aller plus loin dans l'art. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais en tout cas j'ai été loin dans l'acte de produire un livre. Je vous garantis qu'il n'y a pas plus jouissif que l'art qui se fait, que Brahms qui pleure au piano. C'est ce qu'on veut, nous, artistes, c'est pleurer au piano. Tous les compositeurs, les écrivains, ils sont contents d'avoir du succès, surtout parce que le succès va leur permettre de recréer. Et souvent, quand ils ont du succès, ils disent bah, c'est super, du coup je vais pouvoir continuer, relancer un nouveau roman, parce que j'aurai des avaloirs conséquents qui me permettront de vivre. J'ai jamais vu d'artistes heureux, et même quand ils font de la provocation à la Warhol ou à la Salvador Dali, c'est de la provocation, c'est une posture de provocation, à la Gainsbourg, c'est une posture de provocation. Fondamentalement, je crois qu'il n'y a pas plus jouissif que Gainsbourg qui est en train de trouver l'ère de la javanaise, même si c'est maintenant un succès, et qu'on voit bien d'ailleurs quand ils essayent, quand on les interroge là-dessus, en général c'est assez fade ce qu'ils disent. Ils disent je suis impuissant, j'y peux rien, merci mon public, je vous aime. Il y a très peu de philosophie. La vraie philosophie c'est quel pied j'ai pris à créer. Moi-même, ça sera une anecdote personnelle, l'année dernière j'ai eu l'immense joie, c'est une question de bonheur, d'être joué à l'orchestre. Je compose pour orchestre et c'est la première fois de ma vie que vraiment j'avais un orchestre complet à Moscou, où j'ai pu être joué 1h30 de musique pour une série russe d'orchestre. Et je vous garantis que j'étais mal à l'aise.
J'étais mal à l'aise parce que ma musique est jouée, donc c'est l'apothéose, normalement, c'est ce que vous dites, c'est normalement, waouh, puis ça a été apprécié, donc j'ai eu beaucoup de feedback très positif. Mais je vous garantis que j'étais mal à l'aise parce que j'analysais. On ne peut pas s'empêcher d'analyser dans la réception de l'œuvre. Quand quelqu'un vient me dire j'ai aimé votre livre, je suis très mal à l'aise. Parce que c'est la réception de l'œuvre, et donc j'entre dans une réflexion sur est-ce qu'il a bien compris ce que j'ai voulu dire, j'entre dans la technicité, j'entre dans justement ce que j'avais pu oublier, la technicité par la transcréatrice. Donc je pense que pour l'artiste, c'est la transcréatrice qui est cherchée, mais le résultat et le succès permettent de multiplier les transcréatrices. Moi, c'est ce que je vois des modestes lectures que j'ai eues des artistes. Oui. Bonsoir. Des commentaires et une question par rapport à ce que vous venez de dire. Ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez que l'artiste, quand il crée, il est aussi motivé, animé par la volonté de transmettre ce bonheur à celui qui va le recevoir. En réalité, je ne suis pas sûre du tout, parce que vous venez de dire vous-même, pendant 2 ans, vous avez été enfermé dans sur votre bureau, etc. Je ne suis pas sûre que l'artiste, quand il est rempli de cette force et énergie créatrice dont vous parlez, il soit nécessairement tout à coup motivé par le fait de rendre heureux les autres. Parce que je pense que d'abord il y a un travail sur soi et c'est très intérieur avant d'être diffusé. En fait. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième chose, c'est sur la transgression. L'arbre sauvage, ce qui peut rendre heureux. Moi, j'aimerais vous poser la question, c'est quoi la différence pour vous alors entre cette liberté, parce que pour moi, c'est un peu la liberté, la liberté encore intérieure et extérieure qui rend nécessairement heureux. Est-ce que c'est pas réducteur que de le définir comme un bonheur simplement, alors que pour moi, c'est la liberté, c'est une action, le bonheur, c'est un état, et j'aurais tendance à dire que quel est votre sentiment? D'accord, c'est intéressant, je vais encore plus vite. Mais je pense que autant l'artiste n'est pas concentré sur le rendre heureux, autant l'artiste est sidéré quand ses effets ne fonctionnent pas. Donc, quelque part, quand quelqu'un me dit « j'ai adoré ce que vous faites, c'est normal », parce que moi j'ai kiffé quand je l'ai fait, j'ai adoré, j'étais au summum, donc c'est normal, évidemment que tu as aimé. À la rigueur, évidemment que tu as aimé. Mais quand tu n'aimes pas, c'est scandaleux pour moi. Parce que tu critiques ma sensibilité poussée à son extrême, donc tu me critiques personnellement. Alors je vais évidemment être courtois, mais les gens qui n'aiment pas ce que l'artiste a créé en comblant son cœur et en mettant son âme, c'est quelque chose qui inquiète. C'est une phrase qui me fait réfléchir ces derniers temps, c'est une phrase de Fernand Reynaud, le grand humoriste, le grand comique Fernand Reynaud. Et il disait « Quand une salle entière éclate de rire, je ne vois que le spectateur qui ne rigole pas. » La douleur, elle est là pour l'artiste. Les rires, c'est normal. Mais celui qui ne rit pas, celui qui ne peut pas être emporté par l'onde de charme que je déploie, celui qui résiste par sa biographie, par ses traumas, par ses douleurs, par son goût personnel, celui qui résiste à l'emportement, celui-là, j'ai échoué. C'est un aveu d'échec. Ma sensibilité n'a pas été assez universelle. Et donc, dans tout artiste, il y a un philosophe qui est caché, qui cherche l'universel, qui cherche le but de la raison pour Kant, l'inconditionné comme condition dernière de toutes les séries de conditions. Dans tout artiste, il y a ça, l'universel et l'inconditionnel, comme dans le philosophe. Simplement, lorsqu'on échoue, lorsque quelqu'un dit bah, « moi, non, ça va, non, bof », il y a un échec dans la foulée, on se dit « je dois créer plus fort, plus loin ». Et c'est une remise en cause très violente de soi-même, parce que ce n'est pas des théories qui sont critiquées, c'est l'individu et l'identité qui est critiqué. Et c'est le plus important pourtant. Et oui, c'est plus important. Et c'est plus important si tout le monde vous dit c'est parfait. Évidemment. Aucun intérêt. Évidemment. Mais c'est brutal. Et les artistes d'ailleurs notent dans leur mémoire les brutalités d'avis contraires qui disent bien sûr c'est important, mais ils se remettent en cause violemment, identitairement. C'est ça qui est l'ambition des artistes. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça, exactement. Je dois juste dire un mot sur le bonheur. Non, le bonheur n'est pas un état. Non. Le bonheur est une action. Quand vous êtes heureux, vous faites. J'ai jamais vu quelqu'un. Ou alors, on est tellement noyé dans le bouddhisme, un bouddhisme de supermarché, c'est un bouddhisme individualiste. Le bouddhisme à l'occidental, c'est toi, centre-toi sur toi. Le bouddhisme, c'est l'abolition même de l'individu. Dans le vrai bouddhisme, et la vraie méditation, c'est la dissolution complète du jeu, ce qui est juste impossible pour un occidental. Même sous acide, il y a encore du jeu. Donc, on est dans un bouddhisme individualiste, un truc n'importe quoi, et donc on est centré sur l'état.
D'abord, il n'y a pas d'état. Pour moi, il n'y a pas d'état. Il y a des flux qui sont des mélanges d'actions, d'émotions, et qu'on divise presque en 9 parties. À chaque fois qu'on est traversé par une émotion, on la partage, on l'éprouve, on vise quelque chose, on s'appuie sur des valeurs intérieures, on ressent des idées et des émotions, on se nourrit de quelque chose, on incarne quelque chose, on fait quelque chose et on produit quelque chose. 9, à chaque fois 9 dimensions à chaque flux qui nous traverse. Donc, et le bonheur, justement, définir le bonheur comme un état, c'est une conception mercantile du bonheur. Et c'est une conception de dealer. C'est le dealer, et donc le marchand cynique et déshumanisé, ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est le marchand cynique et déshumanisé qui traite les gens comme des dealers. Dealers de drogue, dealers de sexe, dealers de pornographie, dealers de consommation. Donc, je vais te mettre dans un état grâce à bidule, du jus d'orange, des Nike ou des stylos Bic. Grâce à bidule, tu seras dans un état. C'est pas comme ça que ça marche. On n'est jamais dans l'état. On est toujours dans un mouvement, dans une action, dans un flux, dans une créativité. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, le bonheur est tellement transgressif, et l'art qui se centre sur le bonheur et qui réveille nos obsessions est du coup tellement transgressif qu'on fait une sorte d'apologie de l'état amoureux. Vous avez déjà vu un état amoureux? Ça n'existe pas. L'amour, c'est de l'action ou c'est rien. C'est Réverdy qui disait il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est un acte. L'état amoureux, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'état amoureux. Il y a j'agis, je te téléphone, je pleure, je souffre. C'est toujours de l'action. Donc sortons de cette vision statique finalement du bonheur. Le bonheur, c'est l'action pure. C'est justement dans l'action qu'on éprouve du bonheur. Et tous les bonheurs qu'on éprouve dans la vie, c'est rarement en position du lotus qu'on les éprouve. Le bonheur, c'est une addiction à la vie. On a l'impression de consommer sa vie comme dans un rêve. Imaginez que vous êtes en train de rêver là. Vous ne l'avez pas vu en 1 heure de conférence. Mais si c'est un rêve, ça a peut-être une signification. Mon regard change. Imaginez, on est en train de rêver. Regardez-vous les uns les autres. Le moindre regard est signifiant. Le moindre couleur est un symbole. Tout devient plus intense. Le bonheur, c'est vivre sa vie comme en rêve. Ça ne veut pas dire que la vie est un rêve. Ça veut dire qu'on vit la vie, on l'éprouve avec l'intensité du rêve. Dans un rêve, chaque élément est gorgé de sens, déborde de signification. Et bien le bonheur, c'est d'avoir ce regard où chaque élément, chaque sourcil, chaque attitude est gorgé de signification pour moi. C'est une saturation, tout à fait. C'est aussi encore Non, je trouve pas, parce que du coup les actions sont déployées et il est question de regarder l'autre. Oui. Par rapport à la forme de Tétier, il y avait également une poésie de Prévert sur la pomme de Picasso, et qui dit exactement l'inverse, puisque Picasso s'approche de la pomme, peindre une pomme, quelle drôle d'idée, il prend la pomme, il la croque et il laisse les tristes pépins de la réalité sur la table. Mais en fait, donc c'est l'inverse a priori. Ma question, c'est par rapport à une question qui sûrement vous est souvent posée sur ce grand écart qui existe entre, par exemple, un dignitaire nazi qui le matin écoute du Chopin ou du Bach et dans la journée va dans les camps de concentration faire son travail, ou Wagner qui finit son opéra, rentre et dit à sa femme Cosima, ces juifs, il faudrait tous les brûler, ou Céline dans ses livres où il a été à l'opposé de son immense génie littéraire. Comment peut-on, dans la même journée, avoir cette disparité? Là, on touche la complexité humaine. Si je dois faire simple avec la complexité humaine que j'essaie d'aborder, c'est un grand terrain d'exploration pour moi. La psychologie, c'est vraiment... J'ai passé 1 année à faire de la psychologie, à essayer de créer ce qui est évidemment un leurre absolu, un système psychologique global de la personnalité humaine, juste un délire de créateur de langue, mais c'est très satisfaisant et une application va sortir justement là-dessus, sur smartphone et tablette là-dessus, sur ce système nouveau. Il y a des moi pluriels. Je suis le bon père de famille, je suis le nazi, je suis le raciste et je suis l'amoureux. Des moi, des masques sociaux et je joue avec ces moi-là. Et il y a quelque chose de plus profond, ce que j'appelle le jeu, J-E, entre parenthèses U. Je tiens à cette parenthèse U. C'est-à-dire le flux même de l'identité jouissive, parce que pour moi le bonheur est une jouissance et un flux de jouissance, qui vit indépendamment des masques. Indépendamment des masques. C'est mon authenticité première. C'est ma liberté. C'est l'authenticité. Et je pense que l'art véritable, c'est la capacité à faire sortir le jeu, à parler au jeu
indépendamment des moi. Que des artistes ne soient pas dans ce schéma, peu m'importe. Je pense qu'on peut qualifier de quelque chose d'artistique. Ça ne peut pas forcément la globalité d'une existence, mais c'est des moments, des points d'acmé, des points de trans d'une existence. Parce que Vliet sur Wagner et autres prouvent qu'il y a des moments de transcréatrice et puis des moments de quotidienneté qui parfois peuvent être contradictoires. Est véritablement artistique, ce qui fait accéder au jeu. Aussi bien pour le spectateur, j'accède au jeu, tout d'un coup, il n'y a plus de moi, il y a mon identité en devenir. Le jeu est fluide, c'est l'identité fluide. Le jeu, c'est aussi toutes les identités auxquelles je me suis mélangé. C'est-à-dire que je suis un mélange de jeux. Mon jeu est un jeu comme un jeu de cartes, un jeu d'identité. Dès que je rencontre quelqu'un que je l'aime et que j'échange de l'affect avec quelqu'un, il entre dans ma psyché personnelle. Et donc on passe notre temps à nous télécharger les uns les autres, plus ou moins fortement. Et donc on est une myriade d'identités. Et bien l'art artistique, c'est ce qui renvoie au foisonnement, aux mi-cassures de l'identité, au flux de l'identité en devenir. Dès que l'identité est arrêtée, dès que je me donne une fonction, un statut, etc., je mens. Et la vie est faite de mensonges. L'art, c'est ce qui me rappelle la qualité de mensonge de ces statuts qui sont toujours factices pour moi. Voilà, donc là, on va faire une autre conférence, on ne va pas la faire ce soir, sur art et vérité. Ça serait une très très belle conférence. Je vous remercie infiniment. Et puis,